Hello tout le monde et bienvenue dans Common. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je vais interviewer des artistes. Donc, Crown, dit aussi Vincent, et Eloa. Dit aussi Wael. Ouais, Eloi, c'est le verlan de Wael. ok, d'accord, un truc que je savais pas. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur Common aujourd'hui. Merci à toi Avec pour plaisir. l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, si on peut commencer par une petite présentation, vous présenter comme vous voulez. Eloa. Moi, je m'appelle Eloi, donc je suis artiste plasticien et dernièrement toy designer. Donc, je fais un petit peu tout ce qui est créa autour du digital et du physique. Et je me suis spécialisé depuis 1 an et demi dans la création d'art toys et de figurines de décor. Et toi, Vincent? Trop bien. Alors moi, c'est Vincent, alias Crown, avec l'accent un peu anglais. Moi, je suis artiste peintre, illustrateur, et depuis quelques mois, je m'essaye, on va dire, à la conception 3D, mais on va dire l'activité principale, c'est la peinture et l'illustration. Ok, donc vous savez pourquoi je vous ai invité sur le podcast aujourd'hui. On va parler de thèmes qu'on a en commun tous les trois, donc la couleur et le personnage. Parfait. Je vous ai préparé quelques questions que je vous ai envoyées en plus. Ouais. Donc vous avez pu un peu regarder. Ouais. Ça vous plaisait les thèmes? Ouais, bien sûr. Ok, donc on va commencer. Donc, comment est né votre personnage iconique? Je pense que tu peux Tu veux que je démarre? Vas-y. Sinon, je la fais Shifumi à chaque fois qu'on lance. Vas-y. Moi, mon personnage iconique, il est très récent, il a 3 mois. Ça fait 1 an et demi que je travaille, enfin, c'est même plus long que ça, parce que depuis tout petit, je dessine, et je dessine essentiellement des personnages. J'aime bien représenter des actions, des poses, des mouvements, donc c'est surtout des persos. Et j'ai, je pense, créé énormément de personnages que je pensais être iconiques, ou des personnages qui allaient me suivre toute ma vie, dans plein de DA différentes. Et avec le design de figurines, ça prend tout son sens parce qu'on a du coup le matériel, enfin le personnage en 3D est palpable dans les mains, donc on peut se rendre compte vraiment de la pertinence d'un personnage, de son design. Et donc mon personnage iconique s'appelle Lil Vamp, issu de la thématique des vilains que j'adresse avec mes œuvres, est né il y a 3 mois, et il est né suite à tous ces itérations en fait autour de ces persos, et l'envie de faire un personnage qui est très cartoon, et qui reprend les codes un peu de tout ce qui est pop culture, cartoon des années 90-2000, mélangé avec un peu de mode, un peu d'essence de jeux vidéo, dessins animés, manga, enfin tout ça. Ok. Voilà. Tout ce qui a influé sur nous depuis Ouais, voilà, la tout ce qui, la même tout ce qui est génération. rentré dans notre tête et qui a bouillonné depuis qu'on est né. Trop cool. Voilà. Alors, en vrai, ça marche, ça marche super bien. Surtout les derniers là que tu as fait en figurine, ça prend vraiment tout son sens. La 3D, les chaussures, voir un peu dans l'espace, c'est vraiment cool. Ouais. Franchement. Ouais. Et moi, mon personnage iconique, on va dire que il est né de mon side project qui est sur on va dire la partie bande dessinée, illustration et 3D. Mais de base, je, je fais de la peinture depuis plusieurs années. Et j'avais plusieurs patterns de personnages qui venaient, mais pas un seul. Il y en avait un peu masqué. Le style vestimentaire, il y avait quand même un dénominateur commun, c'était autour du style comme Tyler the Creator, par exemple, ou Pharrell, j'aime bien les looks. Sinon, sur le personnage iconique d'un côté bande dessinée, c'est qu'en parallèle de ma peinture, je faisais un petit webtoon avec des petites bandes dessinées avec une chute assez rapide. Style, si on les découpait sur une même feuille, ça serait une histoire comme Titeuf, une page, une histoire, une chute. Et je mettais un peu en scène ma vie artistique. Et dans mes inspirations, ça vient de Tintin. J'ai beaucoup lu Tintin quand j'étais petit. Et en fait, le personnage est inspiré au niveau du nez, de la moustache par Dupont et Dupont. Et après, une autre inspiration, c'est pour le regard. Je vous laisserai aller voir, mais il a le regard un petit peu. Il y a un œil blanc plus gros et un petit œil noir. Ça lui donne un petit côté imbécile heureux. En fait, ça vient de Dragonfall. Pas Dragon Ball, mais Dragonfall. C'est une petite parodie que des Français avaient fait de l'histoire de Dragon Ball. Et en fait, ils avaient un regard un peu d'imbécile heureux. J'avais bien aimé. Donc, Il y a un peu un truc à Kid Paddle aussi, tu vois, dans les. C'est le même délire, ouais. Je suis l'école de Midam aussi. Ça, c'est des reliques. Voilà. Les reliques de l'époque qui valent de l'or. Donc c'est là-dedans. Et aujourd'hui, au début, je voulais dissocier la peinture de
de ma bande dessinée, ce que j'ai fait, c'est que j'avais 2 comptes distincts avant Instagram. Là, maintenant, j'en ai qu'un seul, Crown Artist. Et en fait, mon personnage, il va venir me servir à faire la com autour de ma peinture pour raconter un peu des anecdotes ou comment j'ai fait le processus. Et ensuite, il va aussi me servir de base pour la figurine 3D et l'impression parce que c'est plus facile de modéliser des formes rondes, géométriques que mes personnages abstraits. Ok. Voilà, j'ai un peu parlé, mais voilà. Non, mais c'est parfait, on adore, on adore. Justement, quel rôle joue ce personnage dans votre processus créatif? Moi, il est très très important puisque, étant donné que ça va devenir le point de chute aussi de tout ce qui va graviter autour de l'histoire des vilains, j'en parlerai un petit peu après, mais il y a vraiment tout un aventure, et comme j'ai lu les questions, je sais comment en discuter. Euh, il influe énormément parce que tout ce qui passe par ma tête est projeté inconsciemment dessus. Et en fait, je fais une sorte de tri assez rapide sur ce qui marcherait pas, sans même le vouloir. Mais en fait, comme il est logé dans un coin de ma tête, il fait le rôle un peu d'entonnoir où toutes les idées passent dedans, et celles qui pourraient marcher continuent à être un peu dans ma tête, et celles qui marchent pas, elles sortent directement. Donc, je pense qu'il a une grosse influence, ce personnage, sur en tout cas l'esthétique qu'il a, sur sur mon imaginaire, sur mes créations, et voilà, quoi, de manière classique. Est-ce que c'est un peu une satire pour toi par rapport au monde Ouais, c'est exactement ça. Le truc un peu des vilains et de son physiquement, donc avec on le verra pas forcément, mais physiquement il a un côté un peu vilain, très vicieux, très malicieux, à la fois avec un look de jeune garçon. Donc déjà il y a un paradoxe sur un peu l'innocence d'un petit garçon et le vice qu'on peut retrouver dans le monde adulte. Donc j'aime bien jouer là-dessus, et surtout le mettre dans des situations où il fait des bêtises qui sont, enfin pas forcément des bêtises, mais le mettre dans des situations où il agit comme un adulte dans le côté crime. Tu peux le retrouver faire des braquages, tu peux le retrouver graffer dans une rue, donc tout ce qui est un peu interdit et un peu cinématographique aussi, tu vois. Donc il a ses enjeux sociaux et cette satire de notre monde à nous, il l'incarne un peu avec aventure. Je trouve qu'on retrouve bien en plus ce côté, on va dire, bad kid, Ouais, good exactement, kid. ouais. Et de toute Ouais, façon, tu as parlé un peu de tes refs de dessins animés, mais directement, Bart Simpson, il vient en ouais, mais tête. exactement, c'est des grosses refs. Et c'est un peu Ouais, cette ouais. espèce d'enfant terrible, la Brat, ça Ouais. veut dire enfant terrible. T'es dans ce délire-là. Il y a un truc de liberté parce que c'est peut-être les conneries que j'ai pas pu faire quand j'étais gosse ou que j'avais peur de faire. Du coup, je les exprime avec ça. Et ça va même au-delà parce que c'est tous les trucs un peu fantaisistes. Quand tu joues à GTA, tu braques des banques, tu tues des gens, tu voles des voitures, tu vas à 200. Bah, j'ai pas envie de finir en tôle. Par contre, je le fais avec mon petit perso. Donc, ça me permet d'être relativement libre là-dessus et de m'amuser. pratique? Quant à toi, Vincent, je crois avoir lu dans ta bio que ton personnage il évolue aussi avec toi. Ouais, il évolue. Ben, déjà, le personnage de bande dessinée, c'est-à-dire c'est une caricature de moi, donc je me mets en scène. À la base, la genèse, c'était de me mettre en scène dans, on va dire, les galères un peu qu'un artiste peut avoir sur, je sais pas, faire des vues, se comparer, un peu, des fois douter, etc. Et aujourd'hui, j'ai pu le dire enfin, l'amorcer un petit peu sur la question d'avant, mais je voulais le dissocier de la peinture, mais au final, comme c'est moi et que la peinture, c'est moi aussi, je voulais que ça fasse qu'un. Et en fait, ça va être un peu ma mascotte qui va venir un peu soutenir un peu mes propos, venir un peu aussi aérer mes contenus, pas faire trop que des voix off, que me mettre en avant, mais aussi le faire par le prisme de la création. C'est très créatif aussi le montage, mais à la base, moi j'aime bien griffonner, dessiner. J'ai toujours fait des petits titeufs, des petits trucs comme ça. Donc là, j'ai retrouvé mon petit pattern que je dessine tout le temps sur des post-it ou quoi, et j'ai envie de faire que ça serve en fait mon art au-delà de simplement créer des trucs un peu plus longs avec des histoires et tout. Ça peut vraiment faire des fois des petits easter eggs, une petite vanne, euh, créer une ADN un peu comme une espèce de personal branding où quand on pensera Crown, on pensera peut-être à mes peintures, mais au-delà, Crown, c'est un univers avec un personnage qui pourrait être plus facilement mis sur des vêtements, sur du merch, sur plein de choses, et qui viendra faire écho directement à mes peintures. Voilà, on va dire que Et c'est en un peu plus, son imaginaire et le personnage, il catalyse tout ça. Dans son esprit, il ressort les peintures, etc. que tu utilises déjà en plus sur les réseaux, où
storytell tes posts via Ouais. ton perso et du coup ça lui donne tout son sens parce que c'est un peu une prolongation de toi qui Ouais, c'est ça. s'exprime à travers C'est ça. les BD. Et ça, c'est très malin. Et du coup, vous avez un petit peu répondu à la question, à la prochaine question, mais je vais quand Pardon. même la poser. Est-ce que vous imaginez des histoires autour de ce personnage? J'imagine que oui. Ouais, bah oui. En général, c'est dur de créer des personnages sans forcément penser à une histoire ou penser à une évolution. Moi, dans mon cas un petit peu plus précis, je sais que Lil Vamp, le personnage que je viens de créer, il n'existera pas seul dans son histoire, il sera forcément entouré d'autres protagonistes, des personnages secondaires, tertiaires, ou même dans des mondes parallèles de métaverse où ils pourraient se recroiser, enfin il y a tout un truc comme ça. Très comics. Très comics, ouais, et bah, c'est forcément des grosses inspirations, et puis créativement parlant, il prendra tout son sens dans la déclinaison, c'est-à-dire dans sa façon de se transformer en d'autres personnages, parce que c'est un peu l'histoire qui va avec, c'est que c'est un perso qui aime surprendre, qui est passé un petit peu maître dans l'art du déguisement et de la surprise. Et en fait, c'est un petit prétexte créatif pour pouvoir y injecter en fait des références pop culture, des références que j'ai dans ses outfits, dans sa manière d'être, dans son accessoire, dans tout ça. Je vois. Trop Et bien. pour toi? Alors oui, après je suis pas... En fait, si j'ai aussi mis en stand-by pendant quelques mois avant de passer à la 3D mon personnage et sa mise en scène dans des histoires, c'est parce que je me suis rendu compte que je suis pas très bon pour raconter des histoires. Euh, je trouve que j'arrive à faire passer des messages plus facilement sur une œuvre un peu figée, une seule, plutôt que de le faire un peu ruisseler, découler sur plusieurs postes. Parce que c'est quand même un exercice, c'est un autre métier. Hein, et même moi, dans les BD que je lis, il y a souvent quelqu'un qui fait le synopsis, qui fait l'histoire, et ensuite il y a le dessinateur. C'est, j'ai longtemps voulu créer des histoires parce que j'aime bien les BD, la caricature, les satires, les trucs comme ça. Mais je suis pas très bon dessus. C'est pour ça que je l'ai recentré sur. En fait, je vais raconter mon histoire sur les réseaux sociaux. C'est plus simple que de créer des choses avec une chute. Je pense être marrant dans la vraie vie, mais pas. C'est dur de poser quelque chose par écrit en étant marrant, jouer sur les temps, les chutes. Donc voilà, j'ai quand même créé des histoires, mais je suis plus à l'aise sur une œuvre figée plutôt que de. Dans un rêve lointain, j'aimerais peut-être un jour peut-être créer une BD, un truc comme ça, mais je suis tellement à des années-lumière de pouvoir structurer une vraie histoire, une vraie chute. Donc voilà. Déjà, connaissant ma limite à la base, c'est pour ça que j'ai fait des petits webtoons avec vraiment peut-être 4-5 slides qui racontaient une histoire, plutôt que de le. Je vois des gens sur les réseaux, ils arrivent à tenir un fil narratif sur des dizaines et des dizaines de contenus. Et je trouve ça Après, il y a de assez l'évolution épatant. sur le long terme, il y a aussi Voilà. toujours un côté un peu. Faut s'approprier aussi son perso parce que bah, souvent on le sort de notre tête, mais on n'arrive pas vraiment à le cerner non plus. Ouais. Et je pense qu'il y a une grosse Il faut appropriation. maturer aussi ouais, l'univers. Mais pour rebondir là-dessus, pareil sur l'ambition un peu de derrière créer une histoire, qu'est-ce qui se passe il y avait pas mal de choses qui peuvent être intéressantes tu vois, autour de la BD. Moi, je pensais carrément à un jour pouvoir créer un mini-jeu vidéo, tu vois, ou un dessin animé, un épisode de dessin animé. Et là, ça prendrait tout son sens parce que du coup, bah, tout ce qui est notre époque, génération 90-2000, tu vois, de ce qu'on a vécu, c'était ça, c'était les premiers jeux vidéo bien faits en 3D, tu vois, les dessins animés à longueur de journée à la télé. Donc, tu retrouves un peu les rêves là-dedans. Je suis d'accord avec toi sur les dessins animés, mais justement, moi, pour pouvoir lier animation et mes créations, je verrais plus, moi, de mon côté, un dessin animé contemplatif, un peu. Où, bon, Miyazaki a une histoire, mais si t'enlèves l'histoire et les dialogues, tu peux simplement regarder, c'est très beau, très visuel, j'aime bien ces choses-là, et je suis pas mal de chaînes, notamment des étudiants au Gobelin, par exemple, qui sont assez free dans leur univers, j'ai l'impression, dans leurs propositions, il y en a beaucoup qui font ça, des trucs contemplatifs, et ça me parle vraiment. Et ça a vachement pris aussi dans la popularité, même dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux qui ne sont plus vraiment des jeux où c'est un peu de l'aventure, mais c'est vachement contemplatif. Ça joue sur les sens, les décors, les lumières, les sons. Stray, tu vois, le jeu du petit chat qui est dans un monde complètement dystopique et post-apocalyptique, c'est excellent. Et The Journey aussi. Je capte exactement ce que tu veux dire. Ça peut rebuter des gens des fois parce qu'on est beaucoup amené à ce qu'on nous donne tout cuit un peu l'histoire, etc. Mais moi j'aime bien ce côté où tu renverses un peu et le spectateur il est aussi acteur de ce truc-là. C'est-à-dire que c'est lui qui va donner un sens son sens à l'histoire. Je trouve ça intéressant parce que du coup ça laisse une part de mystère. Un peu de flou. Voilà, ça c'est comme dans tes œuvres, il y a ce truc-là un peu flou, vaporeux, tu vois, ce délire-là j'aime bien. Faut cultiver la patience et l'imaginaire aussi du spectateur. Ouais. Parce que toi, tu as commencé par peindre
avant de trouver ton personnage. Ouais, Et ouais, ouais, tu t'inspirais beaucoup justement de ce côté contemplatif. c'est ça. On ressent des inspirations très C'est musique, ça, très ouais. film et tout. Le personnage, oui, il a réussi en fait à venir catalyser tout ce que j'aimais. Là où dans la peinture, moi j'adore voyager par exemple, mais je me sens pas encore apte à faire des paysages, des choses comme ça, parce que je suis pas un énorme crack en perspective, etc. Mais du coup, le personnage, par le biais de la BD, c'est des formes un peu plus simplistes. Je peux l'entrevoir dans d'autres univers plus facilement. Donc, euh, donc voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à travers votre personnage? Est-ce que vous pensez que votre personnage vous aide à dire des choses que vous n'auriez pas osé dire, même en tant qu'artiste ou en tant que juste simple humain que nous sommes? C'est une bonne question. Bah, déjà, tu as parlé du fait de faire des bêtises. Ouais, alors j'incite pas les gosses à aller cramer des poubelles et faire des braquages, mais Faites des personnages. Travailler à l'école, c'est ouais, important. voilà. Mais je cherche plus à retransmettre ce que nous, je pense, on a eu comme inspiration et à faire partie de un peu cette culture de transmettre. En fait, pour moi, tu vois, la culture, que ça soit pop ou autre, c'est des étapes dans une vie et ça se transmet de génération. C'est ce qui fait que ça évolue, c'est ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir des putains d'animations, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de message politique, il y a pas vraiment, il y a un peu de jeux sociaux, il y a un peu de code, etc. Mais c'est plus essayer de transmettre une époque qu'on a vécue qui sera peut-être plus jamais vraie à, euh, à des nouveaux artistes, des nouveaux jeunes, mais peut-être mes futurs enfants aussi, tu vois, Inch'Allah, comme on dit, pardon. Euh, Je te rejoins ouais, là-dessus. il y a plus ce côté transmission que message en lui-même. Ouais, la nostalgie, c'est important. Qu'est-ce que ça transmet, tu vois, mais en vrai, tu vois ce que je me dis, tu vois, tu regardes un cause, tu regardes plein d'artistes comme ça, un peu très pop culture, pop art, même des designers et tout, qu'est-ce qu'ils transmettent finalement, tu as du mal à voir, mais par contre, tu ressens une patte, tu ressens une ADN d'une époque qui est... Exactement. Parce que bah, forcément, on s'inspire tous de quelque chose. Ouais. Et quand tu es designer, encore plus, par exemple, objet, forcément, tu as une préférence pour une époque. Et à partir de ça, tu vas la remettre au goût du jour. Enfin, c'est un petit peu le jeu de la mode. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est une bonne question parce qu'elle a un sens un peu caché où, enfin, moi, de ce que je vis, je sais pas si toi, Vincent, tu le partageras ou même toi en tant qu'artiste, mais j'ai l'impression que souvent, on cherche à donner un message à ce que tu fais visuellement, tu vois. Tout le temps. Les gens cherchent à avoir, ouais, mais du coup, tu voulais dire quoi par là, etc. En fait, moi, des fois, il y a juste des moments où j'ai envie de rien dire, je veux juste exprimer une image que j'ai dans la tête. Et ça, c'est méga important parce que il y a pas besoin d'expliquer, il y a juste besoin de regarder et comprendre un truc dans les couleurs, dans le ton, dans, dans, dans la forme, dans le visuel. Et il n'y a pas vraiment de message qui est applicable à la vie réelle. Mais je sais pas, les gens, ils ont besoin de cette justification. Je sais pas, toi, tu as fait des études aussi de design graphique. Ouais. Et par exemple, justifié par tout ce qui va être psychologie. Ah ouais, mais moi, je trouvais que c'était bullshit. C'est comme quand tu lis un livre au lycée et le mec il te dit une phrase bateau genre j'ai mangé des tomates et ta prof de français te dit alors la tomate ça fait référence au cœur du soleil parce que c'est rouge et chaud. Putain, Une lite. c'est parti en couille totale. Ça se trouve il a juste voulu dire j'ai mangé une tomate parce qu'il l'a mangé au moment où il écrit. Bah je trouve que dans l'art c'est un peu pareil. Toi tu mets de orange on va te dire les gens vont l'interpréter à ta place et ça c'est cool tu vois au moins qu'ils s'approprient. Et alors pourquoi ce orange fluo bah des fois tu sèches tu vois. Ouais. On m'a pas mal demandé l'histoire des trois yeux. Pourquoi ces trois yeux? Est-ce que c'est une réflexion interne? Est-ce que c'est une ouverture vers le troisième œil et c'est mon un peu psychique? Je dis, les gars, c'est juste une signature, ça s'est fait comme ça sur le moment. Et je suis grave d'accord avec toi, même tout à fait aligné là-dessus. Je rajouterais même, on est souvent en quête de sens. Et si je sors un peu de l'art, moi je trouve dans mon travail, par exemple, ce qui est beaucoup plus important que faire un travail, c'est avoir un travail qui a du sens. Et en fait, je suis toujours en train de rechercher ce sens-là toute la journée. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai fait telle ou telle action. Et dans mon art, en fait, j'ai envie d'avoir cette espèce de bouffée d'oxygène où parfois je me dis, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de sens. Et c'est un truc un peu brut, instinctif qui me vient. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à expliquer mes œuvres parce que des fois c'est très brut et qu'est-ce que tu veux dire, j'étais en train de parler en caleçon dans mon atelier et j'ai eu un flash et c'est venu comme ça et il y a eu un éclair à un moment de chose qui est exploitable, qui est bien. Mais j'ai une thématique comme toi
c'est un espèce de fil rouge. Moi, c'est le passage de la vie d'ado à la vie d'adulte qui m'inspire beaucoup. Mais chaque toile n'a pas forcément un message à faire passer. Des fois, c'est juste, j'évacue, j'évacue pas forcément un message que j'ai envie de faire passer, mais des fois, j'ai besoin d'évacuer juste un trop-plein ou juste m'exprimer sans forcément pas faire passer de message. J'ai l'impression que ça a une dimension un peu universelle d'être comme ça parce que ça laisse le libre arbitre à chaque personne. Donc voilà. Ça se ressent beaucoup dans tes œuvres, ce côté spontané où on en a parlé la dernière fois, où je disais, moi j'ai un peu du mal à me lâcher dans mes œuvres, à ne pas réfléchir et envoyer des traits. La plupart, ils sont instinctifs de base et après ils passent dans une moulinette pour savoir si ça vaut vraiment le coup de sacrifier une toile et de le tenter dessus. Là où j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes comme Vincent, comme toi aussi, comme Arôme, tu vois, et Adri, qui vont sur des toiles sans réfléchir, qui se jettent dedans. Et en fait, Moi, je t'as sais ce que je me côté, force là-dessus quand même. ouais, t'as ce côté hyper spontané, hyper réel, hyper connexion en fait avec ce que t'as envie de faire. C'est très instinctif, tu vois. Et je pense que c'est très important de conserver ça. C'est vrai que ce qu'on se disait, c'est que moi, je fonctionne quand même beaucoup au croquis, post-peinture ou production. Mais j'essaie de me forcer à chaque expo ou de temps en temps à juste prendre une feuille blanche et Mais se lâcher, faire un truc. Bon, c'est pas souvent concluant, mais au moins, ça permet de. Des fois, sur un malentendu, il y a un élément dans cette toile que j'ai bien aimé. Ça peut me débloquer pour la suite, pour des futurs croquis. Mais dans la vraie vie, je suis quand même quelqu'un, j'ai du mal à lâcher prise. Et même si j'aime bien ce côté instinctif dans l'art, des fois, il y a quand même les petits démons, les petits travers qui reviennent où je suis obligé de réfléchir à pourquoi je vais mettre tel élément à tel endroit, alors que, comme tu dis, à Rome ou d'autres artistes, même toi, j'ai l'impression que c'est assez instinctif ce que tu fais. Ah, ça s'apprend, hein. Et c'est motivant, moi j'aime bien, c'est inspirant. Il m'a fallu un temps impossible avant de me dire, vas-y, je prends une toile qui m'a coûté je sais pas combien d'argent, je la mets au mur et peu importe si elle est nulle ou pas, j'y vais, tu vois. Et là, c'est ce que je fais en ce moment. Et elle traîne un peu, quoi. Je pense que ça vient aussi avec la confiance et la pratique, tu vois. C'est quelque chose qui s'installe. T'aiguises ton chakra. Et puis, ouais, voilà. Et c'est ça, c'est vraiment genre un travail de lâcher prise. Et bah, je pense que dans tous les domaines de la vie possible, ça s'apprend à lâcher prise. Tu vois. Exactement. Et parfois, c'est même, moi, ça m'impressionne plus, des fois, des dessins qu'on pourrait. Enfin, si on prend quelqu'un qui est pas du tout, comment dire, réceptif à l'art, qui peut dire, ouais, j'aurais pu le faire, ou mon fils aurait pu le faire, ou qu'importe. Mais ce côté un peu, je trouve, enfantin, naïf, c'est hyper dur à avoir. C'est comme quand tu prends une technologie pour la rendre user-friendly, très, très facile d'utilisation, c'est hyper dur. C'est la simplification. Ouais, c'est super dur. Et la simplification par l'artiste dans dans son geste, ça peut mettre 20 ans. Exactement. Et être simple. C'est un chemin de croix, on va dire marathon un peu. On a beaucoup de facilité à se compliquer les choses et en vrai, sortir beaucoup de choses et rester simple, c'est dur. En vrai, c'est dur. Épurer l'estime. C'est ça. Mais même, par exemple, quand on prend l'exemple du design, quand on fait un logo, les gens qui nous disent oui, je veux quelque chose de graphique et de minimaliste, ils se rendent pas compte à quel point c'est compliqué finalement. C'est comme disait Picasso, même si je l'aime pas. Ouais. Retrouver l'âme d'enfant dans. C'est pas gentil. À tirer une balle comme ça. Je n'apprécie pas cet homme, voilà. C'est très bien, il a fait plein de choses, mais c'est un connard. Mais trouver son âme d'enfant comme ça dans son art, c'est vraiment déjà livrer ce qu'on était. Ouais, et puis t'as un truc le plus pur de toi-même. Ben oui. Ouais. C'est vraiment ton toi intérieur. Et puis on a grandi, retrouvé des formes simples et tout, sans qu'on nous dise ah, vous faites de l'art naïf. C'est chaud. C'est ça. C'est pour ça que moi vas-y. j'aime bien utiliser le terme adolescence parce qu'il y a quand même quand tu l'entends la première fois, tu peux dire ok, c'est quelqu'un qui est un Tanguy, un peu qui veut pas grandir, machin, qui accepte pas ce truc-là. Voilà, syndrome de Peter Pan. Alors que moi, je trouve pas du tout. C'est vraiment quand tu grandis et que tu gardes ton côté adolescent, du coup, c'est que t'es ce personnage un peu, avec cette dualité, que tu gardes cette âme d'enfant. Ça te permet aussi de te préserver, je pense. Les gens qui deviennent aigris un peu, ou qui sont ternes, c'est qu'ils ont perdu leur âme d'enfant, tu vois, d'émerveillement, de curiosité, des casse-coups, quoi. Enfin, je sais pas comment. Bah, surtout que tu restes connecté avec les générations suivantes. C'est ce qu'on se disait là aussi la dernière fois. On a pas mal de conversations off avec Vincent. Tu vois. Et on se disait, un des trucs qui me fait le plus flipper dans ma vie, c'est de plus être à la page, tu vois. Puis comprendre les générations d'après, puis comprendre la technologie, puis comprendre la mode, puis comprendre, tu vois, tout ça. Et en fait, garder cette âme d'enfant, bah, ça permet de s'émerveiller devant plein de choses et du coup de se réintéresser à plein de choses et du coup comprendre facilement tout. Ouais, grave.
Puis du coup, Des c'est proches, être quoi. adolescent sans faire du jeunisme. C'est-à-dire que tu grandis avec ton âge, etc. Mais Mm. tu restes à la page. Enfin, moi, je vois mes grands-parents, ils m'inspirent. Ils ont TikTok, ils ont Instagram, ils sont pas en Mais mode c'est une New forme. Era et Jordan au pied, mais Ouais. ils comprennent un peu les codes, Et ils pour moi, sont c'est connectés, une quoi. grande forme d'intelligence, tu vois, de rester. Exact. Je suis carrément d'accord. Mais on vous a déjà fait des reproches sur votre personnage, sur votre art, du style vraiment ça fait enfantin, ou il y a trop de couleurs, ou des choses comme ça? Non, enfin oui, pas dans les dernières itérations que j'ai fait ou dans les derniers trucs. Après, comme c'est des personnages qui parlent beaucoup à tout le monde parce que chacun y trouve une petite référence, c'est pas vraiment des reproches, c'est plutôt des ah moi je l'aurais fait comme ça. Euh, ouais, les chaussures elles sont vraiment balèzes. Dommage que t'aies pas mis une paire de Nike, tu vois. Je trouve ça trop bien parce que je le fais aussi puis ça me permet de tester des futures idées et tout. Et ça fait partie, je pense, des bons feedbacks à avoir, tu vois. Mais non, pas tant que ça. Après, ce qui me fait plaisir, c'est surtout de voir que des enfants en bas âge comme des adultes s'y retrouvent aussi. Ça parle. Mm. J'ai vu Ben Never. Ouais, C'est ouais, stylé. un support de zinzin. Ouais. Ouais, il est passé à l'expo en octobre. Mm. On s'est rencontrés là-bas et puis on est resté connectés sur les réseaux. Il y a une évolution qui s'est faite aussi un peu de mon côté, donc ça fait plaisir de les retrouver dans des expos pour suivre ça et avoir un feedback un peu encore extérieur parce que peut-être dans le guidon, je pense que Ouais. tous les trois, tu vois, tu n'arrives pas forcément à voir ton évolution et c'est dur de se comparer sur 6 9 mois, 8 mois. Puis lui, il est dans cette culture-là aussi, donc Puis il est vachement dans cette normal culture-là, donc qu'il il sait de s'y quoi il attende. parle et je pense qu'on a des références en commun, donc c'est facile de voir à quel point les nouvelles itérations peuvent accrocher sur les trucs qu'on ne pensait pas. Tu vois. Moi, j'ai eu quelques remarques, mais c'est pas les premières remarques elles me plaisaient pas trop, j'avoue, mais c'était il y a quelques années, ça fait quand même longtemps qu'on m'a pas fait, mais ça me fait penser à Picasso. Et tout à Ah l'heure, bah. Picasso, même si très grand artiste dans un sens Ouais. technique, etc., mais c'est un humain vraiment détestable. Et je suis vraiment contre le fait de l'ériger je suis d'accord, c'est un maître de la peinture, etc., mais si jamais on doit continuer à l'exposer, il faut pas qu'on mette sous silence les choses qu'il a fait. Mais bref, du coup, c'était pour ça que ça me déplaisait un peu. Et après, deuxième point, ce que je peux comprendre, c'est que les peintures sont quand même très chargées, très colorées. Et parfois, les gens me disent ça peut être difficile à mettre dans un intérieur. Euh, ce que je peux comprendre, mais après, si tu as un intérieur qui est relativement épuré, mur blanc et tout, ça peut vraiment faire son effet. Mais c'est sûr que si tu commences à mettre du vert au mur, du jaune, etc., ce qui peut être très beau, mais mes peintures sont peut-être pas forcément les meilleurs éléments pour. Ça peut faire charger, fermer une pièce. Je peux comprendre cette critique-là. Après, moi j'adore la peinture. J'ai du mal d'ailleurs à ne pas remplir 1 cm² sur mes toiles. Et c'est comme ça que je me libère. Donc c'est une bonne critique que j'entends, mais elle ne change pas mon art. Non, c'est sûr. Et heureusement. Ouais. Et mettez de la couleur dans vos vies, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Déjà, l'art, c'est pas forcément fait pour être que de la déco. Mm. Si on imagine seulement dans un intérieur, c'est dommage, c'est triste. Ouais. Donc, non, Et mettez de la je couleur. parlais avec Gobim hier, justement une autre artiste qui fait des choses très colorées, et elle a fait un petit périple en Australie. Elle disait que là-bas, ils ont une autre façon d'appréhender l'art. Eux, c'est plus un objet décoratif. Et en fait, s'ils aiment, ils vont pas des fois prendre la peine d'aller creuser, tu vois, un peu. Ce qui se passe, c'est genre, c'est un bel objet, j'aime bien, je me projette avec chez moi, je prends, C'est tu du vois. premier degré. Voilà. Alors qu'en France, on est plus, peut-être en Europe, on est plus sur l'intellectualisation des choses. Je pense que ça joue aussi avec l'histoire, tu vois, de Ouais. tout ce qui s'est passé autour de la culture, de l'art dans C'est ça. toutes ces années Puis, où on a un truc chargé et maintenant, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on cherche du sens dans toutes les toiles, dans tout ça, c'est que Exactement. on a un background historique très complexe, c'est ça. Puis même, très riche. sur un plan, là c'est le côté juriste qui parle, mais sur un plan, on va dire, de législation, si tu prends les législations américaines, eux, ils sont basés sur tout ce qui va être copyright, et c'est très business friendly. Mm. Donc, alors qu'en France, en Europe, mais le berceau de cette protection du droit d'auteur, c'est la France qui en est à l'origine. C'est d'abord on protège l'auteur, et ensuite on rémunère, protège les ayants droit qui vont avoir des droits patrimoniaux sur l'œuvre. Du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'on intellectualise plus, parce on place l'artiste en haut, Oui. avant l'œuvre même et l'objet final. Mm. Voilà. On va passer à la couleur. Comment est-ce que vous choisissez vos couleurs? Est-ce que c'est instinctif, émotionnel? Est-ce qu'il y a un code? Moi, c'est plutôt instinctif. Je me prends pas énormément la tête sur les couleurs, enfin si, mais plutôt sur l'outfit.
enfin plutôt sur mes personnages, moins sur mes tableaux. Je choisis des couleurs sur leur sens un peu principal, genre chaud ou froid, s'il y a une action un peu chaude, si c'est quelque chose de plus euh, élargi ou plus dans le second plan. Par exemple, la toile qui est derrière en tapis, tu vois, il y a un truc un peu flashy, explosion, donc ça fait un peu sens d'avoir des couleurs chaudes. Après, j'ai pas vraiment de grosses réflexions sur les toiles. Les couleurs, ça va plus toucher vraiment sur le personnage en question, son mood, ce qu'il veut représenter, son sentiment, sa façon de se poser, etc. Si je veux un truc plutôt agressif, plutôt calme, plutôt pastel, plutôt dans les dégradés, etc. Je pense que c'est plus une question qui te parlera que... Moi, la couleur, alors c'est très instinctif. Ce que je fais, c'est que j'adore aller dans les magasins d'art, de beaux-arts. En fait, je passe peut-être pas des heures, mais des minutes et des minutes devant le rayon des peintures. Et en fait, dès que je vois une peinture que j'aime bien, je la prends. Et donc, du coup, j'ai des stocks énormes. J'ai une grosse boîte avec, je sais pas, peut-être 100 tubes, 200 tubes. En fait, quand je commence ma toile, je regarde ce que j'ai dedans. Et en fait, ça part à l'instinct vraiment. J'ai pas beaucoup de réflexion sur ma palette. Et après, il y a des couleurs que j'utilise moins, par contre, genre le marron, l'ocre, tout ce qui est bordeaux, du kaki, des choses comme ça, même si j'aime bien. Mais j'ai pas encore réussi à matcher mes couleurs très flashy, très fluo avec ces couleurs plus automnales, un peu dans le délire. Mais ouais, très, très, très à l'instant. Sauf là, pour cette exposition-là, il y en a un, je voulais parler un peu je l'ai appelé le poids du bleu. Enfin, le bleu, ça représente un peu la mélancolie, le spleen, mais pas forcément triste, juste un espèce d'état un peu comme ça de nostalgie. Et donc, une grande partie de la toile est bleue, elle est derrière moi. Et après, il y a du jaune qui apparaît sur le côté en haut à droite, comme s'il y avait une lueur un peu qui arrivait. Donc là, forcément, couleur jaune, rouge, orangé. Mais c'est rare. J'adore, je barbouille en vrai sur ma toile, au couteau, au pinceau, je fais des pâtés. Et ça fait un truc pas trop mal à chaque fois, donc voilà. Bah, justement, la prochaine question, c'est avez-vous déjà créé une œuvre à partir d'une émotion ressentie, traduite uniquement en couleurs? Bah, là, justement, tu parles du bleu avec la mélancolie. Est-ce que ça arrive souvent sur tes toiles? Ça peut arriver. Après, ce que j'aime bien, c'est que quand on regarde mes toiles, elles sont hyper colorées, mais les personnages, ils sont pas forcément méga joyeux tous. Ils sont pas forcément tristes. Souvent, ils sont neutres, je trouve. En fait, j'utilise la couleur comme un espèce de... Ça va catch en fait ton regard direct comme il y a de la couleur, ça va attirer ton œil. Et ensuite, ça va permettre de dérouler un peu l'ambiance, etc. Mais la couleur au service d'une émotion, c'est rare. Après, je retrouve quand même, j'ai la tête dans le guidon, mais quand je vais dézoomer et regarder peut-être les 15-20 dernières toiles que j'ai fait sur l'année, je me rends compte qu'il y a des fois des dominances de violet, de bleu, de rosé un peu. On va dire qu'il y a une palette commune qui est souvent là, qui sert de base. Et après, il y a une part de freestyle. Mais c'est vraiment comment je le pense, c'est pour attraper l'œil du spectateur avant tout. Plutôt que même si je me suis déjà renseigné sur la définition un peu des couleurs qu'on utilise derrière, mais comme c'est à l'instant, tu vois, Oui. En soi, c'est nous qui faisons les définitions des couleurs. c'est ça, il n'y a pas une On les ressent. y a pas de définition universelle. Tu peux taper, je sais pas, le vert, des fois ça peut être la couleur de l'espoir. T'as son contraire, c'est le désespoir. À quel moment la teinte fait passer de l'espoir vers le désespoir, on sait pas, tu vois. C'est vraiment du ressenti, donc C'est de l'association aussi beaucoup. voilà. En plus, Forcément. Moi, je sais que, par exemple, le vert, ma mère, elle en portait absolument partout chez nous. Pour moi, c'est un peu la maison. ouais. En plus du fait que ça peut représenter la nature, etc. Donc, on le voit souvent dans mes toiles. Et moi, je sais pas pour vous, mais j'utilise très souvent la même palette de couleurs. Je sais pas si c'est par flemme ou parce que bah, de toute façon, j'ai trouvé les couleurs que je préférais. Ouais. Même s'il y en a beaucoup, finalement. J'imagine que dans une collection de 200 tubes, il y en a qui n'utilisent jamais, comme tu as dit, le marron, l'ocre, etc. Ouais, il y en a qui sèchent et tout. Quelles sont vos couleurs favoris un peu? Moi, j'en ai pas vraiment parce que j'utilise vraiment tout. Et comme j'utilise beaucoup le digital dans mes prémices d'œuvres, de toy, enfin, ça part vraiment d'un logiciel 3D ou alors de Procreate. Du coup, ça me permet de tester tout type de couleurs, même des couleurs dont je suis pas forcément fan, des couleurs un peu... je suis pas trop dans les marrons, les trucs comme ça, comme tu disais, les terres d'ocre, mais dans les toys, je trouve que c'est des pistes importantes et assez sympa des fois à explorer. Donc j'ai pas de couleur préférée. Par contre, j'aime beaucoup les associations de noir et blanc avec une touche de couleur, comme tu disais, pour attirer l'œil sur un élément ou attirer l'œil sur
une position, un endroit, un point de chute. Je trouve qu'il y a pas mal de bleu qui ressort aussi dans tes œuvres, mais c'est peut-être aussi lié au outfit, tout ce qui est Ouais. denim, un peu les casquettes. Je sais que ce qui aussi peut-être biaise mon point là-dessus, c'est que ton logo pendant longtemps il était sur fond bleu. Bah, il l'est toujours. T'avais, Il l'est toujours. En fait, le bleu, c'est pas une question, enfin, c'est pas une couleur qui revient systématiquement, mais c'est peut-être ma couleur préférée depuis que je suis gosse, un peu comme je vais dire tous les garçons, c'est très sexiste, mais il y a beaucoup de bleu qui revient. beaucoup de bleu, ouais. Mes chambres ont toujours été peintes en bleu. Donc, il y a un truc un peu confortable où tu sais, c'est un peu la maison, on se sent un peu chez soi. Donc, ouais, ce truc-là, en termes de DA, il colle plus. Après, dans les œuvres, dans les toys, il n'y a jamais eu de... Et c'est vrai que j'adore le bleu, moi aussi. En fait, pourquoi j'adore le bleu? Déjà, la couleur, elle est cool. Mais c'est que quand tu la mélanges avec d'autres trucs, du blanc, du bleu plus clair, je trouve que ça fait des motifs qui sont vraiment beaux, plus que certains autres mélanges. Donc, le bleu, je pense que c'est ma base, on va dire. Déjà, même quand je fais mes croquis, j'utilise un crayon de couleur polychromos bleu, toujours, parce que quand tu vas recouvrir, même avec du blanc ou des choses comme ça, c'est moins criard, moins galère à estomper que du crayon papier. Donc voilà, le bleu, ça revient souvent. Oui, et en plus, ça tâche moins, quoi. Enfin, j'imagine que quand tu repasses ensuite de la peinture par-dessus, il se voit beaucoup moins. Moi, c'est un petit peu un problème dans mes toiles. On voit toujours le crayon derrière. Je me suis habituée. J'ai Mais, arrêté le papier pour ça, du coup, parce que souvent, pendant longtemps, j'ai acheté vraiment, pas au hasard mes peintures, mais je testais plein de marques différentes. Et des fois, il n'y avait pas forcément du jaune opaque. J'ai galéré à C'est trouver rare un à jaune trouver un vraiment jaune opaque. opaque. Et pour pouvoir cacher un trait dessous, c'est chaud. C'est chaud. sacrée galère. Il commence à y avoir du bruit. C'est normal, c'est une galerie. Nous sommes d'ailleurs actuellement à la galerie Joseph. 84 rue de Turenne. Voilà. Vous avez dit comment 84 rue de Turenne. Voilà, c'est le terminus d'une exposition collective avec le Cercle des artistes. Et jusqu'au 15 juin. Voilà, jusqu'au 15 Même, juin. je crois qu'il y a un petit extra jusqu'au 17, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah, ça a été prolongé? Il y a une prolongation, mais externe à l'expo du terminus. C'est encore un autre truc. D'accord, d'accord. Et pour terminer cette partie sur la couleur, j'aimerais vous demander quelle place du coup a le noir et blanc dans vos couleurs. On vient d'en parler avec ton logo et le fait que tu aimes bien le contraste que ça peut apporter. Mais est-ce que tu as déjà fait une œuvre entièrement en noir et blanc? Ouais, et c'est quelque chose qui est vachement utilisé dans les toys pour créer des personnages un peu avec des refs old school. Il y a beaucoup de variants qui sont créés. Quand on crée un toy, en général, on fait des variants de couleurs. Et c'est assez commun chez les toy designers de faire des toys en noir et blanc pour les classer directement dans celui-là, il a une catégorie un peu old school vintage. Il fait référence aux premiers cartoons qui soient nés dans l'industrie, dans les Mickey, dans les etc. Tu vois. Donc très cool. Et même pour la neutralité. Et comme je disais, pour soit accentuer autre chose qui est en dehors du toy ou de l'œuvre. Et voilà, simplement. Et pour toi, Vincent, le noir et blanc? Noir et blanc, c'est pas forcément ce que j'utilise le plus. Ça peut être des fois sur des sols. J'aime bien les trucs à damier. À la limite, c'est ce qui peut me venir en tête. Mais le noir et blanc, j'utilise pas trop. J'utilise très peu de blanc. Et le noir, ça va être pour mes contours peut-être ou pour des ombrages. Mais je vais peut-être plus le faire quand je fais des croquis sur des carnets. Parce que je suis vraiment un gars des carnets, j'adore ça. Mais je montre pas forcément cette partie-là sur les réseaux. Même mes croquis, je les montre pas. Alors c'est quelque chose peut-être que les gens sont curieux aussi peut-être de voir le process. Mais ouais, le noir et blanc, moi je suis dans la couleur à fond. Donc, peut-être le noir et blanc dans mes vêtements, mais dans les toiles, moyen. Dans cet esprit-là, moi, il y a un film qui m'a énormément marqué, c'est Sin City pour la DA. C'est un film qui est à 100% noir et blanc, avec des gros jeux de couleurs rouges, des fois, dans les affiches, surtout dans les coms. Mais une seule couleur qui revient, c'est le rouge, parce que c'est un film très violent. Et je trouve que ça a une esthétique assez incroyable, et je pense que ça a nourri pas mal ça, ce côté puissant en fait du contraste. C'est très contrasté. Ça me fait penser à tout à l'heure, on parlait d'acteurs iconiques, genre Denzel Washington par exemple. Il a fait un film il n'y a pas longtemps là, qui se passe dans un monde médiéval un peu, et le film il est tourné full en noir et blanc et en plan séquence, et il est incroyable. Et il y a des jeux de couleurs, c'est du noir et blanc, mais c'est vraiment très utilisé aussi dans les clips musicaux pour faire passer une ambiance. Kanye West avait grave rapporté ça à l'époque de Yeezus, etc., sur de Black Skinhead et tout. Ah ouais. Même je pense à No Church in the Wild, des trucs comme ça, stylé. Tellement de rêves. Faudra que j'aille voir tout ça après.
Ok, du coup, on va passer à la dernière partie. Comment la couleur participe-t-elle à la personnalité de vos personnages? C'est une autre très bonne question. Moi, c'est toute l'essence même, c'est tout le jeu du personnage et de sa personnalité, c'est de pouvoir changer de couleur, avoir des variations, des teintures de cheveux. Ça le rend déjà hyper extraverti et hyper malléable. C'est un rebelle. C'est un rebelle, ouais, exactement. C'est un petit vilain, il fait un peu ce qu'il veut. Donc s'il veut se mettre les cheveux en rose fluo, il le fera. Et au-delà même des cheveux, les yeux s'accordent avec les cheveux. Donc souvent, je prends la pupille de la même couleur que les cheveux. Il y a un gros lien, je pense, que je viens de capter tout de suite, c'est de DBZ, tu vois. Dans les évolutions de Goku, il a souvent les pupilles rouges en fonction de ses cheveux, s'ils sont en Super Saiyan God, je sais plus quoi. Beaucoup dans les mangas, on retrouve ce côté-là. Donc les couleurs même des outfits, ça peut être quand il est énervé ou qu'il est prêt à faire des grosses conneries, peut être, tu vois, d'une force un peu rouge. Et j'ai beaucoup joué, alors c'est un peu moins vrai maintenant, mais pendant que j'élaborais ce personnage, donc parmi toutes les itérations, de base les vilains, l'île Vamp, c'était des jumeaux. Et il y avait le jumeau un peu hyper énergique et casse-couille, si je peux utiliser le terme, et le jumeau un petit peu plus blasé et juste méchant. L'un était bleu, l'autre était rouge. Donc il y avait vachement ce jeu des petits jumeaux avec deux couleurs les plus flashy possibles, le rouge et le bleu fluo, quoi. Ouais, une dualité très marquée, quoi. Et pour toi? Pour moi, la couleur, déjà, je pense que la couleur est ma personnalité. Déjà, je trouve c'est quelque chose qui me représente bien. Et je l'utilise parce que c'est hyper expressif, c'est hyper joyeux. Même si le message ne l'est pas forcément, je trouve que rien que quelque chose de coloré, ça va venir habiller, créer une ambiance dans une pièce. Et moi, je suis d'origine portugaise et la couleur, c'est partout, c'est présent partout. J'ai beaucoup passé de temps autour de la Méditerranée, dans le sud de la France, même côté espagnol. Et les maisons colorées, les gouttières colorées, la bouffe qui est colorée, ça m'a toujours fait du bien. Et du coup, des fois, c'est pour ça que j'ai du mal un peu à me familiariser avec Paris, parce que même si c'est une très belle ville, très jolie ville, il y a beaucoup de bâtiments qui sont assez en pierre, assez gris, c'est très beau. Mais je crois que j'ai encore été encore plus dans les couleurs, des couleurs plus vives depuis que je suis à Paris, pour pouvoir retrouver un peu ce côté sud de la France, genre je sais pas, Collioure par exemple, la ville de Collioure, c'est le berceau du fauvisme. Dans mes grandes inspirations, il y a Matisse par exemple. Et c'est ça qui me parle, parce que je trouve que ça donne une personnalité aux villes et par ruissellement à mes œuvres, à Une mon identité personnage, aussi. une identité. Et je m'arrête souvent, même dans des vitrines, dès qu'il y a de la couleur. Ça peut faire des fois un peu, je sais pas, l'impression que mon appart c'est Twister, un peu il y a des couleurs partout, mais c'est ça qui me fait du bien. Donc, voilà, entière, ça fait un avec moi, la couleur. J'adore. Dans les questions qu'il y avait après, il y avait est-ce qu'un personnage peut changer de couleur selon les émotions et le contexte? Ouais, mais moi clairement ça rejoint ce que je disais juste avant. En fonction de la position dans laquelle il est, dans la situation, dans son camouflage ou de son mood ou ce qu'il veut véhiculer, je me donne aucune limite au changement de couleur. Et même pour rigoler des saisonnalités et des événements, tu vois, ça peut grave l'intégrer en fait à plein de choses qui sont notre culture à nous, que ce soit des cultures internationales, qui peuvent s'approprier des marques, etc. en jouant sur les couleurs. Donc je me suis laissé aucune limite, même dans la peau. Mon personnage a toujours une couleur chair humaine pour le côté un peu, je veux le mettre un truc dans... Humaniser un peu. Ouais, le rendre très réel, mais il pourrait totalement avoir un moment une peau bleue comme un zombie ou une peau... Enfin, tout ça, je me laisse zéro limite. C'est grave en lien avec la culture en 90-2000 où dans les mangas ou dans les BD, il y a un code couleur qui a été associé à des émotions aussi. Je sais pas, le dégoût c'est vert un peu. Enfin, tout ça, ça ruisselle Ouais, aussi. Enfin, tu vois, et même souvent dans les mangas, il y a les personnages ils sont tous normaux, il y en a un bizarrement qui a une couleur bizarre, on ne sait pas d'où il vient, c'est pas vraiment ce que c'est. Dans DBZ c'est très vrai. Petite dédicace à Piccolo. Petite dédicace à Piccolo ou même d'autres personnages. Et du coup je trouve ça cool parce que tu peux jouer avec la perception du perso, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il l'est pas, est-ce qu'il vient d'un autre univers et qu'est-ce qui s'intègre dans cet univers là, juste avec une couleur ou deux. Donc, moi je m'amuserais beaucoup avec ça. Ouais.
Et pour toi? Ouais, je suis complètement d'accord avec Well. Et puis, ça se ressent plus. En fait, mes personnages sont déjà très colorés, donc ils n'ont pas un pattern de peau prédéfini. Ils peuvent passer du jaune à l'orange, au vert, au bleu. Par contre, dans mon petit personnage de BD, d'ailleurs, il faudrait que je lui trouve un nom. Si jamais vous avez des suggestions ou quoi, je l'ai fait des fois vert, des fois bleu, des fois rouge. Là, sur mes stickers, il a une peau bleue. Et juste des fois, j'aime bien, ça match bien. Donc voilà. Oui, il y a vraiment le côté j'aime et je mets. Nos limites en vrai. Même si un jour j'ai envie de faire de la varicelle ou des points orange. Ouais, et puis, alors je pense que c'est très vrai aussi dans ce côté pop où les patterns graphiques en dehors des couleurs, donc des patterns qu'on peut associer, des cœurs, je joue beaucoup avec les cœurs, des triangles, des carrés, des ronds, ce qu'on veut, rentrent carrément, je pense, dans la personnalisation au-delà de la couleur, mais ça se marie vachement ensemble. Je m'amuse beaucoup, alors surtout sur les vêtements, à mettre des patterns, mais je pense que ouais, demain, avoir différents patterns sur la peau, etc., ça peut être... c'est très vrai dans les toys parce qu'il y a beaucoup de customs qui sont faits comme ça, mais ça rentre vachement dans ce côté-là, quoi. Ok. Bon, là, je pense que c'est plus une question pour Vincent. Qu'est-ce qui vient en premier dans tes peintures? Ça va être le personnage ou l'ambiance colorée? Je pense que pendant longtemps, c'était d'abord le personnage, parce que j'ai fait beaucoup de portraits, donc c'est pas fait, c'est des scènes figées, on va dire. Et là, depuis 2 ans, j'ai cherché à dézoomer un peu dézoomer mes peintures pour qu'il y ait des scènes plus de vie. Et des fois, ça, quand tu regardes un peu de loin, ça peut être un peu difforme, tu sais pas trop où regarder. Et quand tu te rapproches, il y a des micro-scènes de vie qui se passent, des jeux de regard avec des personnages, etc. Donc au début, c'était, je pense, le personnage qui était pièce centrale de l'œuvre. Aujourd'hui, c'est plus la couleur et cette espèce de mosaïque générale. Ok. On va passer à la conclusion parce qu'il commence à y avoir du monde et puis ça fait un petit moment qu'on parle Le ensemble. cool, c'est que l'expo plaît, s'il y a du monde, on est content, tu vois. Ouais. Clairement, en plus, il vous reste jusque demain. Ouais, ça. Jusqu'à demain 21h. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais il y aura d'autres expos. On aura l'occasion de se voir. J'espère. Alors, est-ce qu'il vous arrive de douter de votre pratique artistique et comment est-ce que vous surmontez ce doute? Ça, c'est un petit peu les questions phares. Ouais, ça arrive tout le temps de douter, et je pense que ça fait partie du cycle et c'est important de douter parce que ça permet d'avancer aussi, de challenger un peu ses créas, ses personnages, vu qu'on parle beaucoup de personnages. Il y a une infinité de possibilités, donc il y a forcément des choses qui nous plaisent pas après, on en revient. Moi, j'ai beaucoup douté sur l'identité graphique que je voulais mettre dans mes persos et c'est encore un doute que je fais beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'aime bien donc mettre en scène mes persos dans des cadres ou alors dans des DA un peu pour créer des posts en carrousel pour montrer un peu les créas. Donc je doute énormément s'il faut faire quelque chose de plutôt réaliste ou alors plutôt un peu fantaisiste ou alors plutôt... Enfin, le doute est toujours présent de manière générale et je trouve que c'est une bonne chose. Et pour toi? Moi, je doute beaucoup. Je pense que ça vient aussi de l'enfance, où j'ai eu du mal à m'affirmer quand j'étais plus jeune, etc. Je me suis pas fait bully, loin de là, mais j'ai eu du mal à m'affirmer, à trouver mon identité, à me faire comprendre un peu des autres. Donc du coup, en fait, ça a sûrement déteint sur ma peinture. Après, comme je fais un avec ma peinture, c'est que je parle aussi des évolutions de ma vie, etc. Ben, je prends en assurance en même temps que je prends en niveau en peinture où je passe des étapes. Après, je pense qu'il y a aussi ces derniers temps, on va dire là ça va mieux, mais on va dire l'an dernier, ce qui m'a fait douter pas mal, c'est les réseaux sociaux. Je trouve que ça m'a pas, ça apporte du bien, tu te connectes avec des gens, c'est super cool, mais tu te compares aussi beaucoup. Et ça, des fois, ça peut un peu miner ton moral ou des fois, tu sais pas, il y a une stratégie à avoir sur les réseaux, mais il y a aussi une part de chance, de loterie. Tu peux avoir passé des heures sur une œuvre dont tu es fier et elle flop, entre guillemets, ou un contenu, pas forcément l'œuvre, mais le contenu autour. Et des fois, tu peux poster quelque chose on va dire, de très sommaire ou quoi, et ça marche. En fait, des fois, tu sais pas trop sur quel pied danser, ce qui peut provoquer un peu de doute, un peu un petit manque de confiance en soi. On fait quand même un métier d'image, pas de notre propre image, mais d'image de. On se montre, on se met en scène, donc du coup on s'expose, et ça peut amener du doute beaucoup. Donc voilà. Moi j'avais fait une petite pause sur les réseaux, ça m'a fait du bien. Là, je pense que le prisme, c'est de se faire kiffer avant tout. C'est difficile à dire quand on a la tête dans le guidon, qu'on prépare une expo ou qu'on
qu'on a quitté notre taf pour en vivre. Ça peut aussi on va dire, rabattre les cartes d'une autre façon. Mais tant que le kiff est présent, je pense que ça rogne, ça enlève ce doute. Même si ça l'enlèvera jamais totalement, mais ça peut aider. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, est-ce que vous avez un rituel créatif et à quoi ça ressemble? Genre vraiment, imaginez-vous dans votre atelier, vous allez peindre, vous allez créer quelque chose. À quoi ça ressemble? Quelle musique vous avez dans les oreilles? Dites-nous tout. Moi, ça va être très très en lien avec l'univers et tout ce qu'on dit depuis le début sur les références, la pop culture, etc. Donc moi, je fais des sessions, ce que j'appelle des nocturnes. C'est mes petits moments à moi. Comme je travaille à côté, le week-end, je sors un petit peu. J'aime bien prendre du temps la nuit. J'aime beaucoup bosser la nuit. Je trouve que ça apporte une atmosphère un peu libre et tout, très très cocooning et tout à la maison. Donc mon rituel, c'est toujours de la musique. Beaucoup de lo-fi. J'aime beaucoup la lo-fi parce que c'est quelque chose c'est qui te porte, c'est des mix qui durent des heures et des heures, donc t'as même plus besoin de te prendre la tête, sauf quand t'as une interruption d'une pub YouTube. Et dernièrement, j'écoute beaucoup des lo-fi qui sont liés à des jeux vidéo auxquels j'ai joué. Donc dernièrement, je me tue énormément aux OST de Zelda, Twilight Princess, Ocarina of Time, tout ça. C'est vraiment genre des musiques qui me soulagent, qui me font du bien. On en a parlé en plus la dernière fois et tout. Ou alors je regarde des lives en fait de mecs qui jouent à des jeux vidéo, tu vois. Je regarde des speedruns de Mario Galaxy, je regarde des trucs comme ça. Et en fait, ça me transporte dans l'univers dans lequel je suis, sachant qu'il y a un rituel qui est très très fort aussi, c'est donc l'ambiance lumineuse dans laquelle je bosse. Donc j'ai plein de néons chez moi, plein de lumières connectées, donc je me mets vraiment en fait en immersion dans ma petite bulle. Et en fait, ça me permet de rester focus pendant des heures et des heures quoi, dessus. Et après, en termes de vraiment rituel, je peux passer 20-30 minutes avant chaque début de session sur Pinterest ou des sites un peu spécialisés dans ce que je fais. Ou même juste les réseaux sociaux aussi beaucoup, quand tu traînes ton algorithme, ça permet de le faire. Pour aller m'inspirer, pour aller voir des nouveautés. Dans la mode aussi beaucoup, je regarde un peu ce qui se fait surtout des marques de skate parce qu'ils ont un délire très graphique et très grungy. Donc c'est un peu ce que je veux mettre aussi dans mes toys. Très vilain, tu vois. Donc je m'inspire beaucoup là-dessus, puis après je bosse jusqu'à que ce soit fini quoi. Ça peut durer des heures, quoi. Ça dure des heures. Ça dure des heures. On voit jamais le temps passer quand on est à fond, donc ça passe. Demain il y a boulot quoi. Ouais, dormir, c'est surfait. Je suis d'accord. Et pour toi? Alors pour moi, le rituel, alors comme tu veux dire ça? Ouais. Pour moi, le rituel, ça va être comme Éloi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup été bercé par les jeux vidéo, un peu moins maintenant, j'ai un peu moins de temps, donc j'ai juste une Switch à la maison, mais on va dire que si j'ai un petit conseil, foncez écouter l'OST de Donkey Kong Country. Ouais, il me fait une contre OST. Il est incroyable, même si ceux de Zelda, c'est classique, mais donc voilà, on va dire que je bosse toujours en musique, j'ai toujours bossé en musique, même dans mon taf, le vrai taf dans la vraie vie. J'ai toujours de la musique dans les oreilles, j'ai révisé en musique. Ça m'aide, c'est ce qui m'inspire le plus, au-delà de la peinture et de l'aspect visuel, c'est la peinture et c'est la musique qui me procure le plus d'émotions. Au niveau du rituel, comme j'ai dit, je suis un mec décarné, donc je griffonne partout, dans le RER, dans le métro, partout où je vais. Et je m'inspire beaucoup aussi de Pinterest ou alors du Discovery Instagram. Parce que comme tu dis, une fois que tu as bien rodé, entraîné ton algorithme, il te donne des bonnes suggestions, qui peut créer des biais parfois, mais c'est comme ça que je fais. Et quand je vais avoir un croquis qui est intéressant, parce que souvent, mon problème, c'est que je fais des bons croquis, des bonnes créations sur des petites toiles ou des petits post-it à la con. En fait, j'ai besoin après de le retransmettre sur une toile. Là, je me suis acheté un petit vidéoprojecteur et quand j'ai un croquis qui est intéressant, je vais le retravailler sur mon iPad et je vais pouvoir projeter des fois un élément sur ma toile qui va me permettre en fait d'accélérer le temps parce que j'ai que 30% de mon temps par semaine qui est dédié à la peinture. Donc il faut que j'arrive à conjuguer peinture, création de contenu, prospection, etc. Donc il faut que j'optimise aussi certains endroits. Ça peut passer aussi par l'IA, pas forcément sur la génération de modèles, on va dire d'images, même si pour des fonds ça peut être très intéressant. Je trouve que c'est un bon outil, mais ça m'a aidé à m'organiser, rétro-planning, des descriptions. Donc voilà, si je peux faire un petit mot sur l'IA, pour moi c'est un très bon outil. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner plus tard si on arrive à bien le dompter, l'intégrer dans notre process. On peut aller vraiment plus loin
On parlait de dessin animé tout à l'heure, ça peut être vraiment, parce que c'est quand même coûteux de faire un dessin animé, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Avec l'IA, on pourra avoir un bon outil pour nous aider à au moins déblayer nos Un idées. très bon allié, un bon support Voilà. plus qu'une fin en soi. Donc voilà, musique, nouvelles technologies, SAP, moi c'est ça mon rituel. Et petit thé, et on est parti pendant des heures. Ah, Pareil, café, moi c'est café à fond. virée nocturne. Et Mais, toi, j'imagine que c'est pareil. Ah oui, beaucoup de café pour moi et ouais, enfin, l'imagination vient avec la nuit, hein, clairement. Ouais, ça rend créatif. C'est ça. Après là, j'essaye un petit peu plus de sortir, aller dans les parcs pour avoir une inspiration plus lumineuse, parce que c'est un petit peu dans la suite du projet, puisque moi c'est très autobiographique, mais ça suit une histoire, quoi. Donc on verra ce que ça donne en journée, mais la nuit ça a bien fonctionné. Et après je dors pas, et ça c'est chiant. Mais même pour aller plus loin, moi j'arrive même plus à bosser la journée. En fait, j'attends la nuit pour bosser parce que même si j'ai du temps dans la journée et que j'ai un milliard de trucs à faire dans la nuit, je sais que je vais m'étaler, que je vais pas être inspiré, que je vais faire le truc mal. Donc j'attends d'avoir ce moment-là, tu vois, précieux pour peut-être bosser plus et plus sous pression, mais au moins je suis dans mon élément. Et pour coupler juste après avec ce qu'on parlait de rituel, il y a un truc très vrai que j'ai observé, c'est que avant j'utilisais Pinterest pour faire de l'inspiration juste pré-production. Et maintenant c'est plus de la veille all time, ça fait complètement partie de ce que je fais tous les jours. Avant j'allais scroller ou jouer à des jeux de téléphone quand j'allais aux toilettes, maintenant je vais sur Pinterest. Dès que j'ai 5 minutes de mon temps, très souvent je dégaine Pinterest, et même si je scrolle pas beaucoup, dans les 30 premières images je vais trouver quelque chose qui va m'inspirer, screenshot, réflexe, et après je mets ça dans une bibliothèque, quoi. Pareil. Ouais, t'as entraîné ton algo en fait. Ouais, il y a grave un truc c'est devenu plus que de la, comment dire, qu'un rituel de création, c'est vraiment devenu une extension C'est un outil de en mon fait, à cerveau, part ouais. entière. Ouais, voilà. Je trouve que c'est très puissant et ça manque encore un peu de variété, on peut vite tomber sur les mêmes choses. Mais c'est quand même très riche. Si je peux conjuguer tout ce qu'on a dit, on a parlé beaucoup de musique, de jeux vidéo, de manga, d'inspiration, de nos racines, etc. Il y a une phrase de Dali qui dit « Tout influe sur moi, mais rien ne me change ». Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, tout en gardant ta direction artistique, le message que tu veux transmettre aux gens, il y a beaucoup de choses qui influent sur toi et ça a créé en fait la vinaigrette Eloi et la vinaigrette Crown, la vinaigrette Common, d'un mélange de plein de choses qui sont des pierres vers, je sais pas, le but ultime, je sais pas quel est votre but ultime, mais c'est de tous ces éléments qui vont constituer notre style et notre personnalité. Ouais, ça crée un bâtiment, mais le bâtiment en soi il est singulier. Voilà. Et pour finir, la dernière question du podcast, c'est comment imaginez-vous l'évolution de votre univers artistique dans les prochaines années? Moi, ça va être beaucoup de diversité. Je pense que l'univers artistique, il va s'étendre jusqu'à créer un écosystème un peu complet. Et par écosystème, j'entends plein de supports, que ce soit du support visuel, vidéo, peut-être même audio un jour. Une marque, tu vois, donc créer une DA forte pour avoir quelque chose de plus merchandisé, entre guillemets, de l'accessoire, enfin créer vraiment tout un petit milieu dans lequel on peut décliner. Enfin, voilà, c'est ce que je disais au début, le personnage a été créé pour faire la déclinaison et je pense que l'univers en question est une déclinaison sur un univers un peu artistique. Donc ça, c'est l'évolution de la création et puis en tant qu'artiste, d'aller plutôt dans la collaboration, que ce soit artiste ou marque ou événement ou entité, tout ce qu'on veut, histoire de lier des directions artistiques. Je trouve ça cool. Et comme le perso vit de déclinaison, pouvoir faire des choses concrètes autour de ça, c'est ce que je cherche à faire et c'est ce que je vise en tout cas dans le futur. Trop cool. Et pour toi? Exactement pareil, le but c'est de montrer au plus grand nombre mon travail. Crown, pour moi, ça va devenir un peu l'image d'un studio créatif. Où, en fait, ça va permettre de. J'ai déjà entamé ça où en fait quand je fais mon petit gimmick de fin dans mes vidéos, je dis c'est Crown ou Vincent, comme tu veux. Ça, en fait, ça me permet d'humaniser qui est derrière tout ça. Et en fait, Crown, ça peut être une marque de sap, ça peut être je sais pas, un café, ça peut être un studio de création d'animation. C'est vraiment dans cette image-là que je le vois. Au début, c'était pas très clair dans ma tête parce que je pensais tout estampiller Crown. Mais en fait, je me rends compte qu'en évoluant, j'ai envie aussi de mettre une touche de Vincent dans ce que je fais parce que c'est déjà le cas.
Mais dans ma communication, j'ai envie que, en fait, Crown, parce que je dis Crown depuis tout à l'heure, mais Crown, ça soit en fait le, le- la maison mère, un peu. Et dans cette maison mère, il y a dans ces pièces-là, il y a des tiroirs où il y a, je sais pas, des étiquettes pour des bouteilles de vin, du dessin animé, des casquettes, des montres. Enfin, c'est vraiment, sans devenir Jiffy, ou enfin, je vais pas name drop le nom comme ça, mais sans devenir un truc de surconsommation, de grande distribution, mais Smart. voilà, créer des projets avec du sens, un peu limités et qui peuvent faire écho avec mon art. J'aime le voyage, pourquoi pas faire des valises. Je parle du temps qui passe, voilà, j'ai fait des montres et je vais détricoter la pelote comme ça jusqu'à arriver à ce studio créatif que j'espère un jour créer seul ou avec d'autres personnes. Et si ça s'appelle pas Crown, ce sera sous une autre entité, mais il y aura forcément l'ADN de Crown à un moment. Ouais, ça paraît logique, surtout que c'est des éléments qu'on retrouve du coup dans ton art. Un peu, tu parlais de Dali, bah carrément quoi. Aujourd'hui, on fait plein de goodies en partant d'artistes, d'art, d'œuvres que eux n'ont pas pu faire. C'était pas un peu dans ce qu'on voyait quoi. Humain, je trouve que c'est important parce que des meilleures rencontres naissent, selon moi, les meilleures collaborations, les meilleures opportunités. Donc, du coup, que l'humain soit vraiment au-delà d'un aspect mercantile, moi, c'est ça qui me drive en vrai. J'avais dit que ce serait la dernière question, mais il y en a une qui a popé dans ma tête et que j'aimerais savoir pourquoi Crown. Pourquoi Crown? C'est un petit. Depuis que je suis petit, j'aime beaucoup ce que fait Basquiat. Et en dehors de sa patte graphique, c'est vraiment le personnage en lui-même. Je trouve qu'il est resté et lui-même jusqu'à. Bah, il est mort très jeune, malheureusement, mais en fait, quand il était rien, entre grosses guillemets, dans le monde de l'art, c'était lui. Et quand il était au sommet avec des Warhol, qu'il était exposé dans le monde entier, il restait lui-même, ce personnage un peu. Comment on peut dire, un peu aux antipodes de ce que doit être un peu ce monde de l'art, même si je pense pas être dans le monde de l'art, entre guillemets. Je suis un peu partout. Mais c'est vraiment cette personnalité qui était différente des autres et qu'il a su garder, polir, jusqu'à malheureusement son décès. Donc c'est un petit shout-out à lui. Il met souvent des couronnes dans ses œuvres. Je me suis dit, viser grand, viser la couronne, même si c'est pas sans me mettre au-dessus des autres, pas du tout. Mais c'est monter, aller au sommet, tout en restant soi-même. Comme je disais Dali, tout influe sur moi, mais rien ne me change. Ben, c'est un peu ce qui a suivi. J'adore cette phrase. Le mec, il a nail le truc. Voilà. Mais c'est comme ça que je pense que Jean-Michel Basquiat a drive sa carrière et je veux la drive comme ça. Super. Non, c'était une très bonne question. Et moi, je me disais même, je préfère Crown. Crown. Ouais. Mais j'ai du mal. Des fois, je dis Crown, j'aime bien. Après, moi, j'ai une façon très à moi de prononcer les noms. La dyslexie. C'est pas un frein. Je vois par exemple Supra, il y a des gens qui disent Supra, Supro, Supra, et le gars il est papé, tu vois. Donc voilà. Puis l'identité visuelle parle beaucoup plus aussi qu'une prononciation. Donc. Peut-être toi, on verra un jour Elva. Ça va, Elva? Ah, mais c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Après, il y a beaucoup de problèmes autour de mon prénom, donc j'y suis habitué, tu vois. Beaucoup de gens ont du mal, quand ils le lisent, à le prononcer ouais. Donc, ça me fait pas peur. Super, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. Merci à toi pour ce long talk. Oui, mais très très cool. On verra aux coupures si ça dure autant, mais voilà. En tout cas, merci et on se retrouve pour un prochain épisode de Common, peut-être avec d'autres artistes. Ciao!